Ici, le pharaon n'était pas aussi riche comme le pharaon de l'Ancien Empire. Il n'avait pas l'argent pour faire une pyramide pour chacun. Ça coûtait une fortune de faire une pyramide pour chaque pharaon. Mais il voulait quand même monter au ciel et rejoindre les dieux arabes pendant son voyage au ciel. Donc ils ont inventé les obélisques. Les obélisques est une solution moins chère pour économiser les choses, mais qui faisait la même fonction, qui faisait la même chose. Donc la petite pyramide qui est sur le sommet de l'obélisque servait comme une grande pyramide comme celle de Gizeh, ou de Khéops. Vous imaginez que l'âme de Pharaon escalade la pyramide qui est sur l'obélisque pour rejoindre les dieux arabes pendant son voyage au ciel. En Égypte, on a 7 obélisques, mais dehors l'Égypte, on a 15 obélisques, tous donnés comme cadeau par le vice-roi égyptien, le roi des pays étrangers. En États-Unis, on a des obélisques, un obélisque à Washington et un obélisque au Central Park à New York. À Berlin, en Allemagne, un obélisque. À Istanbul, en Turquie, un obélisque. En Angleterre, un obélisque. À Paris, un obélisque. En Italie, on a 8 obélisques. On a 8 obélisques en Italie. Et le plus grand obélisque du monde qui vient de l'Égypte se trouve à Rome, à la place de Saint Jean de Latran ou Saint Jean de Latrano. C'est un obélisque vous étiez là-bas, Saint Jean de Latran ou Saint Jean de Latrano, un obélisque de 33 mètres et 400 tonnes. Mais le plus grand obélisque en Égypte, c'est celui de la reine Hatshepsut. C'est celui-ci. Le plus grand que celui de son père, c'est l'obélisque de Hatshepsut, c'est 29 mètres et 325 tonnes. Et nous avons quelques questions. Comment les anciens Égyptiens taillaient l'obélisque dans la roche, et comment ils transportaient l'obélisque vers le bateau et sur le bateau, et comment ils érigeaient l'obélisque verticalement sur une base de 2 mètres sur 2 mètres, comme ça, sans le casser. Regardez ces dessins, s'il vous plaît. Et la première phase, comment ils taillaient l'obélisque dans la roche. Ils choisissaient dans la carrière de granit d'Assouan une colline plate dans la montagne du granit. Ils faisaient un dessin en blanc ou en noir sur la roche dans la forme d'un obélisque. Et autour de ces dessins, ils faisaient des trous verticaux d'intervalle de 75 cm entre tous les deux trous. Elle mettait des morceaux de bois dans ces trous et pendant un mois, chaque jour, elle versait de l'eau sur le bois et après un mois, le bois s'est gonflé et ça causait le corps de l'obélisque de détacher de la montagne du granit. Mais ce n'était pas facile aussi, elle devait séparer la moitié basse. Pour la moitié basse, elle faisait la même chose, elle faisait des trous qui passaient des deux côtés. Elle mettait de gros blocs de bois qui étaient mouillés pour détacher l'obélisque complètement de la montagne du granit. Mais après, c'est pas la fin quand même. Elle devait enlever toute la roche qui était dans ses côtés. Ils ont enlevé tout ça. Ils vidaient tout ça. Et elle faisait une rampe en briques de la carrière jusqu'au bord du Nil, qui était au moins 500 mètres. Et parfois 1 kilomètre si le Nil était loin de la carrière. Et au bout de cette rampe, il y avait un grand bassin. Et dans ce bassin était le grand bateau qui transportait l'obélisque. Et avant l'inondation du Nil, ces bassins étaient vides. Ils fermaient le bassin avec un mur en briques. Ils remplaçaient le bassin avec du sable autour du bateau, afin que le bateau ne bouge pas quand ils mettaient l'obélisque au-dessus. Ils tiraient l'obélisque sur le rouleau de bois, comme ça, attaché avec des cordes, et tirés soit par les hommes ou par le taureau. Et quand l'obélisque arrivait sur le bateau comme ça, ils attendaient quelques mois jusqu'à l'arrivée de l'inondation du Nil qui terrorisait les murs en briques et passer dans le bassin et porter les bateaux et l'obélisque. Mais est-ce que c'était possible pour un grand bateau comme ça, avec un obélisque de 150 tonnes, de naviguer tout seul sur le Nil, sur mono? Il y avait des remarqueurs, de petits bateaux qui tiraient ces grands bateaux. Il y avait au moins une dizaine de petits bateaux qui tiraient ces grands bateaux, 6 devant
et 2 sur chaque côté, au moins, qui attachait le grand bateau avec des cordes et naviguait sur le Nil. Ça, c'est pas une hypothèse ou une théorie, parce qu'on a un relief qui date du temps de la reine Hatshepsut, qui explique comment elle transportait les 2 obélisques d'Hatshepsut d'Assouan jusqu'ici. Mais malheureusement, on n'a pas un relief ou un texte qui explique comment ils érigeaient l'obélisque verticalement sur sa base. Comment ils érigeaient l'obélisque sur une base de mètres sur 2 mètres comme ça, sans les casser. Ça, on n'a pas un relief ou un texte, mais les archéologues ils ont fait une hypothèse pour comprendre, pour expliquer, et on a utilisé cette hypothèse pour ériger l'obélisque de la Concorde à Paris. Et ça marchait très bien. Et qu'est-ce qu'elle dit l'hypothèse ou la théorie? Elle dit que ils utilisaient la même technique, les échafaudages en briques ou les rampes en briques. Ils faisaient une rampe en briques. Et la base de l'obélisque était là. Et toujours l'obélisque était érigé devant une grande façade ou une grande entrée. Regardez ici la façade. Et ici, regardez derrière vous, ce sont les ruines du 3e pylône. Et ici, ce sont les ruines de 4e pylône. Et devant chaque pylône, il y avait des obélisques. Regardez, un seul qui reste, mais on voit les bases. On voit les bases des autres. Regardez, ici, on a un obélisque qui est cassé ici. Un obélisque qui est cassé. Donc, il y avait 4 obélisques ici. Et la base de l'obélisque n'était pas mise directement sur le sable, mais il y avait des fondations sous le sol qui étaient 1 mètre ou 2 mètres de granit sur le sol. Et ils mettaient de sable, vous savez. Ils mettaient de sable sur la base. Et jusque là, tout ça était de sable, jusqu'au niveau de la brique. Et ils tiraient l'obélisque, et quand l'obélisque arrivait jusque là, ils attachaient l'obélisque avec des cordes qui passaient par là. Ils mettaient des contours bois, de gros blocs en calcaire. En même temps, ils vidaient le sable dans un trou d'ici. Et graduellement, l'obélisque descendait comme ça. Et finalement, l'obélisque restait sur sa base. On a une histoire intéressante. Quand ils érigeaient l'obélisque de la Concorde à Paris, ils ont utilisé la même manière. C'est parce que ce sont les archéologues qui ont inventé ou qui ont fait cette hypothèse pour expliquer. Et quand l'obélisque était là, à Paris, les cordes risquaient de se casser. Mais dans la foule, il y avait un marin qui a conseillé de mouiller les cordes. Donc il a dit, mouillez les cordes. Ils ont mouillé les cordes et ça marchait bien. Donc pendant l'érection de l'obélisque, les artisans faisaient des échafaudages, mais cette fois des échafaudages roseaux. Pour monter et graver le texte sur les 4 faces de l'obélisque. Peut-être vous dites que pourquoi ne gravez pas le texte dans la carrière là-bas? Parce qu'il y avait des accidents. Un obélisque se casse pendant le travail, un obélisque tombe dans le Nil, donc ce n'est pas la peine de perdre le temps pour rien. C'était mieux de faire la gravure, la finition ici, sur place. Une fois l'obélisque était sur sa base, et monter et graver le texte sur les 4 faces de l'obélisque. On va voir l'obélisque d'Hatshepsut.